êtes-vous à vous intéresser à nos différentes rubriques dans cette émission éducation, politique et autres. Voilà qui fait le credo de cette émission. Eh bien, toutes les thématiques sont toujours passées par ici. Aujourd'hui, essentiellement, nous irons à la décentralisation, à la notion de la citoyenneté. Il est avec nous un des experts en la matière, M. Agouvé Pascal, directeur exécutif de l'ONG IJD. M. Agouvé, bonsoir et merci d'être à ce plateau encore avec nous. Oui, plaisir. Bonsoir, cher ami Dieudonné. Bonsoir à nos téléspectateurs. C'est cela. Eh bien, vous devez être accompagné par un des spécialistes en la matière de la citoyenneté et de droits humains, mais qui n'est pas jusque-là à notre niveau. Mais nous allons quand même y aller avec les différentes questions des téléspectateurs qui nous sont parvenus la dernière fois quand nous avions traité du sujet de la décentralisation. Monsieur Agouvé, est-ce une évidence la décentralisation au Togo? Avant qu'on entame les différentes questions posées par nos téléspectateurs. Oui, je crois que le processus est déjà en cours. Beaucoup d'efforts ont été déjà faits. Les tests sont déjà pris et donc on attend que les élections locales. Mais avant ces élections locales, il faudrait qu'on puisse suffisamment sensibiliser les citoyens pour que les gens comprennent ce qu'on entend par cette nouvelle forme de gouvernance qui consisterait à transmettre le pouvoir de l'État aux collectivités territoriales pour prendre en main la destinée de leur ressort territorial. Voilà ce qui va être fait. La décentralisation en soi constitue une sorte de démission de l'État ou alors l'État pilote toujours les grands projets? La décentralisation, c'est un transfert de compétences de l'État, de certaines compétences de l'État vers les collectivités territoriales qui sont des entités autonomes. Voilà. Donc l'État ne démissionne pas, l'État est là, c'est l'État qui gère le pays et toutes les affaires, mais l'État se dit pour certaines actions spécifiquement, je vais essayer de confier ça aux citoyens eux-mêmes, c'est-à-dire c'est ça. Ça veut dire que depuis fort longtemps, c'est le gouvernement qui conduisait les actions de développement. Tous les projets sont conduits par les ministères et donc l'État se dit d'accord, quand nous allons transférer, c'est-à-dire que c'est une délégation. Voilà. Donc nous allons céder une partie de nos attributions aux entités que nous appelons les collectivités territoriales, que sont les communes, qui sont les collectivités territoriales de base. Au niveau intermédiaire, nous avons la préfecture et en troisième position, nous avons la région. Mais pour le moment, nous allons parler de la commune, qui est la collectivité territoriale de base. Donc l'État dit d'accord, je transfère juste une partie de mes compétences à ces collectivités. Donc il y a certains domaines qui sont transférés et d'autres qui sont réservés par l'État. Même les domaines qui sont transférés, l'État ne confie pas tout aux collectivités. Par exemple, je donne l'exemple de domaine d'éducation. L'État transfère certaines de ses actions de l'éducation, certaines actions aux collectivités territoriales, mais l'État va réserver certaines actions également dans ce même domaine. Donc, nous parlons de domaine de compétences et puis niveau de compétences. Ça aussi, ce sont des choses qu'il faut clarifier. Donc, les collectivités territoriales, par exemple, interviennent dans plusieurs domaines, mais l'État réserve certains domaines. Donc, ce sont les domaines de compétences. Quels sont les domaines que l'État réserve? L'État réserve, par exemple, l'économie, c'est la monnaie, la justice, la sécurité, la défense nationale, la diplomatie, les mines, tout ça, la télécommunication. Voilà, donc il y a certains domaines que l'État ne confie pas aux collectivités. Ça veut dire que une fois que les élus seront choisis, une fois que le maire sera choisi par ses pairs, ces élus, ces conseils municipaux, par exemple, ne peuvent pas recruter leur propre agent de sécurité. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir leur propre police, leur propre gendarmerie. Non, ce n'est pas possible. C'est l'État qui va jouer tout ça. Ils ne peuvent pas créer leur propre monnaie. C'est la télécommunication gérée par l'État. Ça veut dire que nous aurons toujours le même code indicatif. Donc, c'est l'État qui gère ça. La justice, ce sont les mêmes tests, c'est les mêmes lois qui vont régir tous les citoyens togolais. Donc, c'est ce que les gens doivent comprendre fondamentalement. Maintenant, si je prends certains domaines confiés aux collectivités territoriales, par exemple, l'éducation, c'est un domaine qui est confié aux collectivités territoriales. Mais les collectivités territoriales ne vont pas tout faire. Les collectivités territoriales peuvent, par exemple, contribuer, en fait, participer à la construction des bâtiments scolaires, mais ne peuvent pas concevoir, par exemple, des programmes éducatifs. Ne peuvent pas recruter des enseignants parce qu'elles n'ont pas assez de moyens. Ne peuvent pas organiser des examens.
Ça veut dire que nous vous demandons d'intervenir dans le domaine de l'éducation, mais ce n'est pas tout que vous pouvez faire. Donc l'État va toujours... Alors, sur quel plan la collectivité locale peut intervenir en matière d'éducation, par exemple? Par exemple, quand nous prenons le domaine de l'éducation, nous avons 3 niveaux de collectivité territoriale. Je viens de le dire, il y a les communes, les préfectures et les régions. Donc quand nous parlons de niveau de compétences, les communes, par exemple, vont s'occuper de la préscolaire et du primaire. La préfecture va s'occuper du collège et la région va s'occuper du lycée. Ça, nous devons clarifier cette partie parce que si nous ne savons pas faire, quand les élus seront choisis, les citoyens risquent de les accuser à tort sans comprendre véritablement ce qui est prévu par les tests. Cela veut dire que si, après élection, dans une commune, il y a un bâtiment au niveau collège qui est en état de délabrement, c'est-à-dire que les élus municipaux ne sont pas appelés à construire les bâtiments au niveau collège. Ce qui voudra dire qu'ils seront là, mais l'État ne leur donne pas la possibilité de faire cela. Donc, ce sont les conseillers préfectoraux. Donc, si on n'a pas encore fait les élections au niveau préfectoral, vous verrez que c'est l'État qui va toujours jouer ce rôle-là, peut-être en attendant. S'il y a un bâtiment au niveau lycée qui a des problèmes, ce ne sont pas les conseillers municipaux qui vont gérer ce dossier, en fait, qui vont réparer cela. Il faudrait que les élus au niveau région... Est-ce que les conseillers municipaux interpellent l'État en ce moment-là? Non, ce n'est pas leur domaine de compétence. Ils vont toujours, parce que dans le cadre de la décentralisation, tout est clair. Il faut respecter les tests. OK? Et n'oubliez pas aussi qu'en dehors des services de l'administration décentralisée, il y aura toujours les services de l'administration déconcentrée. Je vais expliquer cela, très important. Vous savez, comme je le disais au départ, les ministères sont chargés d'exécuter des actions de développement ou bien dans le secteur gérer les affaires. Donc, comme les ministres sont à Lomé, les cabinets sont à Lomé, au niveau de chaque région et au niveau de chaque préfecture, ces ministères ont créé des entités que nous appelons les détachements, les entités qui sont des subdivisions. C'est-à-dire qu'on crée une direction régionale, par exemple, on crée une direction préfectorale. Ces services du ministère qui sont à l'intérieur du pays, au niveau région, au niveau préfectoral, sont appelés les services déconcentrés. Ça veut dire que la déconcentration, c'est l'émanation des services de l'État au niveau décentralisé. Voilà. Ça veut dire que le ministre qui est à Lomé a son représentant au niveau région, a son représentant au niveau préfecture. Donc, ces services de l'État vont toujours exister. Mais la différence, ce qui va se faire fondamentalement, c'est que jusqu'alors, ces services, dans leur fonctionnement, reçoivent l'ordre du ministre de la hiérarchie à Lomé. OK. Donc, tout ce que les directeurs régionaux font et les directeurs préfectoraux, c'est que tout ça suit la hiérarchie. Ils suivent la hiérarchie. Donc, l'ordre vient d'en haut. Dans le cadre de la décentralisation, ces services vont exister toujours, vont continuer par travailler. Mais cette fois-ci, seront là pour appuyer plutôt les actions des conseillers, en fait des élus locaux. Ça veut dire quoi? S'il y a un problème dans un domaine de compétences, je prends le cas de l'éducation, un problème dans ce domaine-là, les élus locaux, n'ayant pas forcément l'expertise nécessaire, vont solliciter l'appui des services de l'État qui sont sur place. Cela voudrait dire que quoi? Si un maire constate que sa collectivité doit faire quelque chose selon la loi, mais ne dispose pas des compétences, le maire peut faire appel à un service de l'État qui est là. Et là, avant par exemple, d'appeler le directeur préfectoral... Un service décentralisé? Un service déconcentré. Les services émanant des ministères sont appelés les services déconcentrés. C'est la déconcentration. Ça veut dire que nous sommes en train de parler de deux choses. La décentralisation, qui construit la libre administration, à partir qui sera assurée par les élus de la population. Et les services déconcentrés sont des gens nommés par le pouvoir central qui gèrent les affaires de l'État au niveau de la base. Et c'est ce qui se fait maintenant. Ça veut dire que quand vous êtes dans nos régions, dans nos préfectures, vous allez voir le directeur régional, le directeur préfectoral. Donc, ils sont nommés par le pouvoir central pour gérer les affaires de leur ressort territorial.
Maintenant que nous allons vers la décentralisation, l'État dit, comme c'est vous qui étiez c'est nous qui étions chargés de conduire ces actions, cette fois-ci, nous donnons le pouvoir aux collectivités territoriales d'intervenir dans ce domaine-là, mais à un niveau donné. Maintenant, ce que nous demandons aux collectivités de faire, si ils ont besoin de votre expertise, vous pouvez venir en appui, mais ce sont ces élus qui vont décider de ce qu'on doit faire dans ce domaine-là, selon leur niveau de compétence. Je reprécise, leur niveau de compétence. Est-ce que la loi leur confère cela? Est-ce que la loi les autorise à faire cela? Maintenant, si la loi les autorise à faire cela, ça voudra dire que c'est eux qui vont décider de ce qu'on doit faire. Maintenant, ils peuvent solliciter l'expertise du service de l'État. Mais, dans le fonctionnement, c'est que le maire, par exemple, ne peut pas appeler directement le directeur préfectoral. Le maire est obligé de passer par le préfet. Dans le cadre de la décentralisation, le pouvoir des préfets, le pouvoir sera plus renforcé. Vous savez qu'on parle du représentant du pouvoir central. Les préfets sont appelés, représentent le pouvoir central. Cela voudra dire naturellement que tous les services des ministères qui sont au niveau de la préfecture ont pour chef le préfet. Ok. Mais dans le fonctionnement de ces services, nous constatons que ces directeurs, ces représentants de l'État reçoivent toujours l'ordre de leur supérieur hiérarchique. Cela voudrait dire que, en quelque sorte, cela ne respecte pas le respect de la hiérarchie. Le principe du respect de la hiérarchie, selon les normes de l'administration. Donc, dans le cadre de la décentralisation, le préfet aura joué correctement ce rôle parce que quoi? Quand le maire aura besoin d'un service de l'État, le maire va s'adresser au préfet et il appartient au préfet maintenant de faire signe aux représentants de l'État, en fait, au service concerné, qui est sous sa responsabilité. Donc, si le maire a besoin de l'appui du directeur préfectoral des travaux publics, par exemple, pour certains travaux, alors il s'adresse au préfet et le préfet informe le directeur préfectoral des travaux publics, qui mettra peut-être ses techniciens ou bien ses moyens matériels à disposition de la collectivité pour la réalisation des travaux. Vous voyez, la seule différence, c'est que quoi? Dans le cadre actuel, avant que le directeur préfectoral des travaux publics n'agisse, c'est qu'il doit recevoir d'abord l'ordre de la hiérarchie. Alors que dans le cadre de la décentralisation, il va toujours appuyer les actions de développement au niveau local, mais cette fois-ci, il est là pour agir selon ce que les élus locaux vont décider. C'est là où il y a quand même un avantage pour les citoyens de pouvoir s'impliquer dans les décisions qui concernant leur ressort territorial. Cela veut dire que dans le contexte actuel, tout ce qui se fait, c'est défini par le pouvoir central. Et c'est pour cette raison que parfois, les citoyens estiment que certaines actions définies par le pouvoir central ne répondent pas vraiment à leurs besoins. Et ne s'impliquent pas totalement dans la gestion de ces affaires-là. Donc, on nous dit d'accord, on va faire la décentralisation. Cela voudrait dire que quoi? L'État donne la possibilité aux citoyens désormais de s'impliquer dans les actions de développement de leur communauté. Et donc, l'État a essayé de réglementer cela à travers des lois, des tests. Et maintenant, on dit, après ces tests-là, on ira aux élections locales. C'est-à-dire qu'on donnera la possibilité maintenant aux citoyens de choisir leurs représentants qui vont former le gouvernement local. C'est ce que nous appelons au niveau communal le conseil municipal. Donc ce conseil municipal composé de l'ensemble des élus issus des différentes composantes de la société, que ce soit les partis politiques ou bien les candidats libres, ces élus locaux vont former le conseil local. Ce conseil local va fonctionner comme le gouvernement fonctionne. Donc c'est eux qui vont se réunir pour décider de ce qu'on doit faire au niveau local. Cela veut dire que les citoyens ont désormais la possibilité de s'impliquer dans les décisions concernant leur localité. Maintenant que ces élus n'auront pas toutes les compétences techniques pour faire le travail, les services de l'État qui sont déjà là, qui sont rodés, seront toujours à leur côté pour les aider à mettre en œuvre les actions selon ce qu'ils vont décider. Deux choses différentes, deux choses à noter. Je répète encore, dans le contexte actuel, les services déconcentrés, qui sont les services de l'État, qui sont dans nos communautés, reçoivent l'ordre de leur supérieur hiérarchique avant d'agir. Je dis bien, dans le cadre de la décentralisation, ces services de l'État vont toujours exister. Ils ne vont pas disparaître, donc ce n'est pas une démission de l'État. L'État va toujours maintenir ces services, mais cette fois-ci, ils vont travailler conformément à ce que les élus vont décider.
Ça veut dire que ce sont les élus qui vont leur dire que nous voulons construire une telle infrastructure, ou bien nous voulons réaliser tel projet. On a besoin de route, ce bâtiment, on a besoin de votre expertise. Puisque les services de l'État sont... D'abord, on a beaucoup de techniciens là-bas, on a des moyens matériels. Donc, l'État est plus équipé que les collectivités territoriales. Puisque nous sommes même au début du processus, donc ceux qui seront élus n'auront pas toutes les compétences techniques, c'est-à-dire que matériel, les hommes bien formés pour faire les travaux. Donc, ces élus auront le pouvoir de décider, mais vont bénéficier plus de l'expertise des services de l'État. Voilà fondamentalement ce qu'il faut noter dans le cadre de la décentralisation. Et si cette partie est bien comprise, je crois que nous pouvons avancer. C'est cela. Alors aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus décrié dans l'administration, c'est aussi cette question de lourdeur administrative. Lorsqu'il faut entamer un processus administratif, ça prend énormément du temps. Alors est-ce qu'avec ce processus de décentralisation, cette lourdeur administrative va être écourtée, ou alors on ira encore de plus dans cette raille-là? Il faut relativiser. Il y a toujours certains services que l'État va continuer par rendre. Et là, la décentralisation ne viendra pas changer la donne. Mais les domaines de compétences qui sont confiés aux collectivités territoriales et qui seront gérés par les élus locaux, je crois qu'il y aura une nette amélioration. C'est ce qu'il faut noter fondamentalement. Ça veut dire que si l'État doit continuer par faire certaines choses, la décentralisation ne viendra pas changer cela. Puisque ce sont les services de l'État qui vont toujours continuer par le faire. Mais si les élus locaux sont chargés de faire certaines choses, il leur appartient de mettre en place un mécanisme flexible pour pouvoir rendre rapidement, en fait, dans un délai raisonnable, les services aux citoyens. Monsieur Beauvais, vous avez été longtemps chantre de cette affaire de décentralisation. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de quand va-t-on aux élections locales au Togo? Non, ce n'est pas nous qui décidons. Nous ne sommes pas des acteurs politiques. Nous sommes de la société civile. Et nous apportons notre contribution juste pour la réussite de ce processus, dans la mesure où le processus même nécessite l'implication de l'ensemble des acteurs. Donc nous avons compris le mécanisme, nous avons compris le concept et nous essayons de former les citoyens pour mieux comprendre ce qu'on entend par la décentralisation, comment les choses vont être exécutées dans les faits et quelle devait être la contribution de chacun. Nous, c'est ce rôle-là que nous essayons de jouer. Donc, il appartient à l'État qui organise la décentralisation de nous dire quand est-ce qu'on pourra aller aux élections locales. Donc, le gouvernement est souverain. C'est le gouvernement qui va nous dire, OK, nous sommes prêts, nous voulons aller aux élections locales, donc voilà la date propice pour aller aux élections locales. L'État, maintenant, quand le gouvernement décide d'aller aux élections locales, le gouvernement va informer la CENI maintenant qui va essayer de faire son programme et de dire d'accord, voilà, nous sommes à cette date. Si vous voulez qu'on organise les élections locales, voilà les préalables qu'il faut avant d'aller aux élections locales. Donc, la CENI propose un chronogramme. Et donc, suite à ce chronogramme, la CENI fait la suggestion de date pour aller aux élections locales. Ou bien, le gouvernement peut décider de la date et normalement, selon le code électoral, normalement c'est la CENI, c'est-à-dire qu'on dit que, bon, on dit que d'ici 3 mois, on doit aller aux élections locales. À quelle date on doit aller? La CENI doit d'abord faire son chronogramme et faire la suggestion, et le gouvernement décide de la date. Donc voilà un peu c'est comme ça le mécanisme fonctionne. Mais de ce qu'il faut retenir, il appartient au gouvernement de convoquer le corps électoral à ces élections locales-là. Et vous auriez souhaité que cela soit dans un plus bref délai? Absolument, absolument. Nous attendons ça impatiemment. Pourquoi? Parce que la loi relative à la décentralisation a été votée depuis le 13 mars 2007. Et ça fait presque 12 ans que nous traînons ce processus. C'est vrai qu'il y a quelques insuffisances liées au processus par rapport à quelques difficultés de terrain, tout ça. Je crois que l'État est le gouvernement est en train de faire des efforts pour améliorer le cadre juridique, les tests. Mais il faudrait que nous puissions commencer par exécuter la chose pour vraiment identifier les vrais besoins et ensemble, nous allons essayer de faire des propositions. Quoi qu'on dise aujourd'hui, le gouvernement seul ne peut plus tout faire. C'est vrai que c'est que la gestion des affaires incombe plus au gouvernement, mais pour des questions de développement, je pense qu'il faut une participation, il faut un processus inclusif. C'est pour cette raison que nous nous sommes engagés à soutenir ce processus-là en faisant en sorte que ce que l'État veut faire soit bien compris par les citoyens, pour que les citoyens reconnaissent leur rôle dans ce processus, pour qu'ensemble, nous puissions œuvrer dans une synergie
pour le succès de la décentralisation. Beaucoup disent que la question de la décentralisation est une épée à double tranchant. Vous, que répondez-vous? Ça dépend naturellement parce que c'est une bonne chose qu'on veut faire. Et comme je viens de le décrire, c'est très intéressant de responsabiliser aujourd'hui les citoyens dans les actions de développement. Ça veut dire que vous qui avez des problèmes, l'État vous dit, vous pouvez trouver la solution vous-même. Et moi, je vous viens en appui. Ça, c'est très important. Ce qui voudra dire naturellement que les actions de développement qui seront définies au niveau local vont mieux répondre aux besoins de la population puisque c'est eux-mêmes qui vont décider. Autre chose à noter, c'est que les élus locaux ou bien les collectivités doivent être en mesure d'accomplir convenablement ce qu'on leur demande de faire. Cela voudra dire qu'il faut avoir des expertises. C'est-à-dire que est-ce que nous avons les compétences en ressources humaines pour mieux gérer nos territoires aujourd'hui? C'est que nos collectivités, l'État qui a beaucoup de techniciens, qui a beaucoup de ressources matérielles, n'arrive pas à faire le développement. Aujourd'hui, on nous responsabilise maintenant de prendre en main notre destinée. C'est que, est-ce que nous avons les compétences techniques? Est-ce que les ressources humaines, nous avons les ressources matérielles? C'est vrai que l'État va allouer des ressources pour la mise en œuvre des actions, mais quel sera le montant? C'est là où il y a l'enjeu, parce que on peut élire les élus locaux, mais ils n'auront pas les moyens pour mener à bien leur mission. C'est pour cette raison que nous devons tous contribuer, nous devons suivre de près le processus et interpeller chaque fois les différentes parties prenantes pour que les choses soient faites selon les règles de l'art. Ok? L'État ne doit pas seulement confier des compétences aux collectivités, mais l'État doit leur donner aussi les moyens d'agir. Il faudrait que les élus locaux qui seront choisis soient en mesure de pouvoir mobiliser les ressources endogènes. Parce que la loi leur confère quand même cette compétence-là, ce pouvoir. Ok? Parce qu'il y aura des impôts locaux, c'est-à-dire des taxes municipales qui seront perçues. Il y a beaucoup de taxes. Donc, il faudrait que les élus comprennent cela. En dehors des taxes, il faudrait qu'ils mettent en place d'autres mécanismes de mobilisation de ressources. C'est pour cette raison que nous, dans le cadre de notre accompagnement à ce processus, nous avons déjà élaboré, avec l'appui de nos partenaires, des programmes pour d'abord former les citoyens et former aussi les élus qui seront choisis prochainement pour qu'ils puissent mieux faire le travail. Cela voudra dire que quoi? Le processus n'est pas nickel, on ne peut pas dire. Et puis d'ailleurs, comme on le dit, c'est un processus. On évolue étape par étape, donc chaque étape avait ses difficultés. Donc nous faisons toujours des propositions, nous essayons toujours de voir ce que nous pouvons faire pour accompagner les efforts du gouvernement pour que cela réussisse. Maintenant, si on fait la décentralisation et que les élus locaux n'ont pas compris que c'est le développement qui devait les préoccuper, et ils s'enlisent encore dans les clivages politiques, dans les crises politiques, dans les conflits, alors la population sera perdante. Cela vous a dit quoi? Quand les élus locaux seront choisis au niveau local, ils seront issus de différents partis politiques, au niveau local. Ils vont former le conseil municipal. Quand ils se retrouvent, ils doivent se pencher sur la mission qui est confiée à leur collectivité. Ça veut dire contribuer au développement de notre territoire. Mais s'ils ne savent pas faire et qu'ils entrent encore en conflit à cause de quelques intérêts, alors la population ne sera pas vraiment... ne pourra pas tirer profit de cette nouvelle forme de gouvernance. C'est pour cette raison que j'attire l'attention de tous les citoyens. Personne ne doit rester à l'écart de ce processus. Parce que ça concerne notre cité. En tant que citoyen. Ne pas rester à l'écart en tant que citoyen constitue à faire quoi, monsieur? Ça veut dire que, les citoyens doivent chercher à comprendre mieux ce que l'État veut faire. À travers l'information, la formation. Ce que votre télévision est en train de faire, déjà, c'est une bonne chose. À travers les formations que nous organisons, par exemple, nous allons lancer encore une nouvelle section le 4 février prochain. Les gens doivent venir pour mieux connaître les tests et savoir comment on gère les collectivités territoriales. Nous nous avons appuyé par nos partenaires étrangers qui ont déjà fait des expériences dans leur pays, qui ont réussi. Et c'est grâce à eux que nous avons élaboré des programmes pour mieux former nos compatriotes, nos concitoyens, à mieux contribuer à ce processus-là. Ça veut dire que si vous restez à l'écart et qu'on vous parle de la décentralisation, vous dites non, que ça c'est l'affaire du gouvernement, ça c'est l'affaire du parti au pouvoir, ça c'est l'affaire du président. Non, vous serez perdant. Parce que désormais, dans le cadre de la décentralisation, vos préoccupations, vos besoins seront pris en compte par les élus locaux.
Et si vous ne participez pas à ce processus, et surtout si vous boycottez les élections locales, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui seront élus vont prendre les décisions vous concernant, à votre place. Et vous allez toujours subir. Donc ce n'est pas bon qu'on reste à l'écart. Quel que soit le cas, si nous sommes tous citoyens, et donc nous devons tous contribuer à la réussite du processus. S'il y a des difficultés, on ne doit pas se mettre à l'écart. On doit être toujours là, discuter de manière objective pour que nous puissions tous trouver des solutions aux problèmes. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Cela veut dire que quoi? On ne peut pas dire aujourd'hui que tout est nickel, nickel, mais c'est en discutant, en étant ensemble que nous pouvons toujours trouver des solutions aux problèmes actuels. Monsieur Abouvé, je partage cette inquiétude d'un téléspectateur avec vous. Eh bien, c'est faux de la décentralisation qu'aujourd'hui, on constate c'est un désintéressement à la chose publique. Alors, je vais plus loin, monsieur Abouvé, vous aurez constaté la construction de certains marchés qui sont laissés aujourd'hui par les bonnes dames du milieu, des marchés qui sont bien construits, mais qui ne sont acceptés que par des animaux de brousse ou alors des herbes, ou alors des arbres. Ça veut dire que les bonnes dames ou alors les femmes refusent d'utiliser ces marchés. Est-ce à dire que la décentralisation pouvait régler des ces genres de problèmes dans les localités? Vous en avez déjà vu? Je parlerai toujours de manière relative, mais ce que je sais en tant qu'acteur de terrain, chaque fois je suis sur le terrain, comme je le dis, certaines actions du gouvernement souffrent et parfois par manque de compréhension ou bien de certaines raisons politiques. Ok? Je vais vous expliquer. Construire le marché pour la population locale, ça veut dire que le besoin a été identifié et donc l'État a essayé de mettre en place les infrastructures pour permettre aux citoyens d'avoir c'est quand même les moyens. En fait, une bonne initiative en voilà, premier lieu. Bonne initiative. Maintenant, on nous fait savoir que les gens ne veulent pas utiliser le marché. Pour quelles raisons? Vous êtes sur le terrain, M. Bouvet. Est-ce que vous avez constaté Bien ce genre sûr. de choses? Je vous dis que dans une localité, on nous a dit que quoi? À un moment donné, on a dit aux femmes que ça c'est un projet, c'est un don du président. Pour vous. Donc, il faut savoir comment le remercier. Je dis que je suis allé à l'intérieur, on m'a dit ça. Il faut le remercier. Il semble que peut-être c'est en période électorale. Et donc, bon, les élections sont passées. Et après tout, on est venu demander à ces femmes-là de payer des tickets et des tasses. Et les femmes ont dit non. Vous nous avez dit que c'était un don du chef de l'État. Et donc, nous, on a déjà fait ce qu'on peut. Donc, on ne peut plus payer des tasses comme ça. Si c'est comme ça, nous allons retourner dans notre ancien marché. Voilà, j'ai vécu ça sur le terrain. Donc, on me dit que c'est comme ça. Je dis, mais bon, ok, c'est en réalité, un chef de l'État, c'est le père de tous les citoyens. Donc, si vous avez des besoins qui sont exprimés, et il a écouté cela, et il vous vient en aide, c'est normal qu'on vous dise que c'est le père qui a accepté qu'on fasse cela, parce que c'est lui qui décide. Vous comprenez un peu? Mais ça ne veut pas dire que si on nous offre quelque chose, nous n'avons plus l'obligation. Nous avons aussi, c'est un droit pour nous, mais nous avons aussi le devoir en tant que citoyens. Ça veut dire que quoi? Si aujourd'hui, l'État dit d'accord, je donne un exemple, l'État dit d'accord, les jeunes chauds, nous allons leur donner les fonds pour créer leur entreprise. Mais écoutez, quand on va réunir les jeunes, on va leur dire que c'est le don pas don, mais c'est l'appui du gouvernement. C'est pour des raisons que je voudrais que ceux qui conduisent les actions du gouvernement aussi, comment tenir le discours. Oui, la communication, c'est très important. C'est qu'il faut bien parler aux citoyens. Il faut dire que c'est le soutien du gouvernement. Cela ne voudra pas dire que si l'État alloue par exemple 100 millions pour appuyer les jeunes à créer des entreprises, les jeunes vont dire que comme c'est le chef d'État qui a demandé qu'on nous soutienne, donc en retour nous ne pouvons pas payer des impôts. Voyez-vous? Donc si nous n'avons pas cette culture, il y aura problème. C'est vrai que nous devons réclamer les choses aux dirigeants. C'est-à-dire qu'à notre pays, vous dit d'accord, vous êtes aux affaires, vous devez nous faire ceci. Ok, si eux le font, nous en tant que citoyens aussi, nous avons ce devoir. Mais je crois que souvent, ça aussi, on n'arrive pas à se comprendre. Ça dépend du discours qu'on tient. Donc, il faudra que nous essayions d'améliorer la communication pour éviter les frustrations, pour qu'ensemble, nous puissions créer quand même ce climat de vivre ensemble. C'est-à-dire que c'est ça. Donc, il faut aussi éviter l'exclusion. Souvent, l'exclusion fait que les gens, parfois, se sentent frustrés et ils ne veulent pas s'impliquer. C'est ça. Donc, fondamentalement, ce que vous dites, l'État construit les infrastructures pour vous. Si vous nous suivez actuellement et que c'est dans votre localité, moi je vous inviterai à utiliser ces infrastructures parce que c'est votre droit. Mais n'oubliez pas que s'il y a des devoirs liés à cela,
vous devez quand même honorer cela. C'est ce que je peux dire à mes compatriotes. L'action citoyenne aujourd'hui est laissée pour compte. Sans qu'on le dit, et sans qu'on le dise, le Togolais aujourd'hui manque d'intérêt à cet aspect de choses. Comment vous l'expliquez en tant que société civile? Oui, ça c'est un constat aussi qui est fait. Il y a ce désintéressement de la chose parfaite, de la chose publique. Oui, de la part des citoyens. C'est-à-dire que ce n'est pas bon. En tant que citoyen, nous sommes reconnus officiellement en tant que membres de cette cité-là, en tant que membres de cet État. Alors, si nous sommes dans cet État, ça veut dire que tout ce qui se passe dans ce pays, dans cette cité-là, doit nous concerner. Pourquoi? Parce que nous vivons dans cet environnement, dans cette cité, et nous bénéficions de tous les atouts liés à cette cité-là. Et au même moment, nous aussi, nous avons ce devoir de contribuer à l'amélioration de l'environnement. Mais ce qui se passe fondamentalement, comme je vous le dis, il y a des raisons peut-être politiques que je ne peux pas maîtriser totalement, mais les gens estiment qu'ils ne sont pas souvent écoutés. Ils ne sont pas écoutés, ou bien on ne prend pas en compte prioritairement leurs besoins. Et ça aussi, ça peut s'expliquer, mais il faut communiquer. Qu'est-ce que je voudrais dire? Même dans nos propres maisons, quand les enfants expriment des besoins, ce n'est pas tout que le papa arrive à régler en même temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que papa dit, d'accord, j'ai compris ce que vous avez demandé, j'ai compris, je n'ai pas les moyens tout de suite. Voilà ce que je peux vous faire dans l'immédiat. À la fin du mois, c'est ce que je peux vous faire. Ou bien après 3 mois, voilà ce que je peux vous faire. S'il y a une bonne communication entre papa et les enfants, vous verrez que les problèmes seront réglés facilement. Maintenant, quand l'enfant exprime le besoin, papa n'a pas peut-être les moyens à ce moment-là, mais il ne dit rien, vous voyez que l'enfant sera frustré. Et même l'enfant peut même estimer que le papa a refusé de satisfaire ses besoins sans savoir que le papa n'a pas les moyens à ce moment-là. Donc, pour régler ce problème, il faut communiquer. Dire à l'enfant que je reconnais que ce que tu as demandé est légitime, c'est que tu as raison. Tu sais, je n'ai pas les moyens de te satisfaire totalement maintenant. Mais voilà ce que je peux faire pour toi. Donc, si tout cela se fait normalement, il n'y aura pas de frustration et tout le monde se sentirait à l'aise dans cette cité-là. Aujourd'hui, nous parlons de la citoyenneté. Est-ce un droit ou un devoir? Les deux, parce que quand vous êtes citoyen, ça veut dire que vous êtes reconnu officiellement comme citoyen membre de cette cité-là. Vous comprenez un peu? Cela voudrait dire que quoi? Vous avez le droit de jouir de tous les avantages liés à cette reconnaissance juridique qu'on vous donne. Vous comprenez un peu? En tant que citoyen, j'ai le droit d'avoir la nationalité togolaise. J'ai le droit, par exemple, d'avoir ma carte d'identité. J'ai le droit. Mais je dois me poser la question au même moment, en tant que citoyen, quels sont mes devoirs envers ma cité? Puisque quoi qu'on dit, je ne suis pas le seul. C'est une cité, nous sommes nombreux. Et donc, il ne régit pas des tests. Ça veut dire que je dois respecter quoi? Les tests qui organisent notre cité. Je dois respecter les dirigeants qui nous gèrent. Et je dois aussi contribuer, ma participation citoyenne aux actions. Donc, les deux sont liés. Droit et devoir du citoyen. Voilà. Alors, M. Abouvé, je partage cette inquiétude d'un téléspectateur avec vous. Moi, je trouve aujourd'hui qu'on a beaucoup plus de droits en matière de devoirs en matière de citoyenneté que de droits. Parce que depuis là, on vit dans notre cité comme à l'étranger. Vous l'appréciez? Bon, moi, ça dépend. Mais moi, je ne me sens pas étranger chez moi. Je suis togolais et j'ai le droit de m'exprimer. Tout ce que je pense, je le dis. Hein, voilà. Je suis venu même sur cette antenne pour dire ce que je pense. Et ce que je voudrais dire, les besoins que nous ressentons en tant que citoyens aujourd'hui nous amènent à avoir un sentiment un sentiment de frustration, c'est ça, parce qu'on estime que en tant que membre d'une cité, nous devons être heureux, c'est-à-dire que nous devons bien étudier, nous devons trouver de l'emploi, nous devons bénéficier des soins de santé, c'est-à-dire que c'est ça, comme les gens, comme ce qui se passe dans les pays développés. On dit même que même quand vous ne trouvez pas à faire, alors vous n'avez pas de boulot, on vous vient en aide. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé. Nous sommes dans la mondialisation. Ce qui fait que les gens voient ce qui se passe ailleurs. Ils essaient de se demander, mais pourquoi on ne nous fait pas ça ici? Ça, c'est la question. Maintenant, comme je le dis, peut-être il n'y a pas les pays, les cités, les territoires n'ont pas les... On s'acquitte des devoirs. Hein. On
paie les impôts, les taxes. Absolument, absolument. C'est pour des raisons qu'il y a quand même ce devoir de redevabilité de la part des dirigeants. Ça voudra dire que les dirigeants qui gèrent le pays, qui sont à la commande, ils doivent rendre compte aux citoyens. Ça veut dire que vous demandez aux citoyens peut-être de payer des taxes. C'est un exemple que nous donnons. Ok, de payer des taxes ou bien des impôts. Ok, vous collectez les impôts. Normalement, c'est pour faire face aux dépenses d'investissement et de fonctionnement du pays. Donc, si vous le faites, peut-être même ce que vous avez collecté est insuffisant par rapport à ce que vous avez dépensé. Il est important quand même d'informer les gens pour dire d'accord, cette année par exemple, nous avons prévu réaliser un certain nombre de projets pour vous qui coûtent tant et nous avons besoin de votre contribution financière. Vous avez cotisé. Ok, voilà le montant des taxes que nous avons, des impôts que nous avons collectés. On a pu réaliser ceci pour vous qui a coûté tel montant. Et nous avons réalisé un déficit. Ou bien, il y a un excédent qui nous permet de faire face encore à d'autres demandes. S'il y a ce système, en fait, si nous agissons tous comme ça, oui, bon, c'est que chaque partie prenante joue correctement son rôle, il n'y aura pas de frustration. Ça veut dire qu'en tant que citoyen, il est de notre devoir de participer à la gestion de notre pays, de contribuer au financement de nos actions de développement de notre pays. Parce que nous avons besoin de la sécurité, nous avons besoin de l'éducation, nous avons besoin des infrastructures. Qui va nous faire cela? Nous devons payer les impôts et taxes. Et donc, ceux qui gèrent les affaires doivent rendre compte de leur gestion. Je crois que c'est ce que les dirigeants doivent faire aujourd'hui pour instaurer la confiance endogène indispensable à la participation des citoyens aux efforts de développement. Cela veut dire que les dirigeants ont des bons programmes, des bons projets, et ils essaient de faire de leur mieux, mais la population ne se sent pas impliquée. Oui, même bénéficiaires, je ne dirais pas, la population est bénéficiaire, mais parfois les gens ne savent pas exactement si ce qu'on fait est à la mesure de ce qu'ils cotisent. Je crois que c'est ça qui frustre un peu. Donc, il y a lieu maintenant, dans le cadre de la décentralisation, de faire en sorte que les élus locaux, moi je parle le pouvoir central, c'est trop difficile, parce qu'il est difficile d'aller voir le Premier ministre ou bien les ministres, de vous faire le conseil, c'est très difficile. Mais au niveau local, comme c'est nous qui aurons à choisir les élus locaux, nous aurons la possibilité de leur demander le compte. Et c'est pour cette raison que je demande aux citoyens de ne pas se... De quelle manière, par exemple? Parce que la loi nous permet d'être informés de tout ce que les élus locaux vont faire. On peut participer même à leur délibération, à leur réunion. On peut participer pour suivre ce qu'ils vont dire. S'ils décident de quelque chose, nous pouvons prendre les PV, les décisions. Nous devons leur exiger quand même le compte rendu, enfin la gestion, le rapport financier. Et même quand ils financent les actions, nous serons prêts. Nous allons vérifier la mise en œuvre des actions. Nous allons faire le suivi. Nous allons suivre tout cela. Cela veut dire que c'est une gestion rapprochée. Ça veut dire que si nous n'avons pas le droit de boycotter les élections locales ou bien de nous mettre à l'écart dans ce processus de décentralisation. S'il y a insuffisance, je ne dis pas qu'il n'y a pas, il ne peut pas avoir insuffisance. Il peut y en avoir, et comme je le dis, on est dans un processus, à chaque phase, il y aura des difficultés. Donc nous devons être présents. Nous devons être présents pour dire d'accord, oui, des efforts se font, mais à ce niveau, il y a des manquements. Voilà ce que nous suggérons qu'on puisse faire pour améliorer la situation. Et en le faisant comme ça, nous allons essayer de contribuer. Je me souviens, une fois, au cours d'un voyage, arrivé à Paris, j'ai rencontré un ministre actuellement, qui est membre actuel du gouvernement qui vient de démissionner, qui m'a dit, on discutait à l'aéroport, et il me disait que, M. Bobé, c'est vrai, oui, vous faites beaucoup d'efforts, mais et on vous remercie pour ça. Eh bien, vous savez, souvent, nos compatriotes pensent qu'au gouvernement, nous avons la solution clé à main à tous les problèmes. Donc, parfois, ce que vous faites, ça nous aide à améliorer. C'est pour dire que quoi? Quand nous faisons des émissions comme ça, ce n'est pas contre quelqu'un. Mais nous, en tant que citoyens, nous souhaiterions que nos dirigeants prennent en compte nos points de vue, puisque c'est pour nous qu'ils mettent les actions. Donc, s'ils font quelque chose et que nous essayons de donner notre point de vue, c'est à eux de nous écouter pour voir est-ce que ce qu'ils font peut être amélioré ou pas. S'ils ont des raisons, ils n'ont qu'à communiquer pour nous expliquer que vous avez dit ceci, mais vous n'avez pas tous les éléments. Parce que nous agissons comme ça, compte tenu de ça et ça. C'est juste ce que nous attendons de nos dirigeants. Et si cela est fait, vous allez voir qu'il y aura la confiance et les citoyens togolais que je connais très bien, intelligents, travailleurs, ensemble nous allons travailler pour booster le développement de notre pays. Monsieur Agbové, ce que vous dites est très bien, appréciable, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le Togolais qui n'a pas l'habitude de suivre les actions du gouvernement au niveau macro peut le faire
aujourd'hui, dans ce processus de la décentralisation, au niveau micro, essayer de suivre les actions des élus locaux et véritablement se prononcer là-dessus, d'autant puisqu'il n'en a pas l'habitude. Absolument, c'est une nouvelle culture que nous devons avoir. Et donc, à travers ces émissions, je voudrais dire à nos compatriotes togolais, femmes comme hommes, que désormais, nos dirigeants ont compris qu'il est temps de nous confier la responsabilité de faire notre développement. Donc, nous ne devons pas nous mettre à l'écart. Ce qu'il a dit, c'est fondamental. Vous savez, au niveau central, ceux qui gèrent les affaires sont nommés. Ce qui voudra dire que les citoyens n'ont pas le pouvoir sur eux. Le ministre est nommé, le directeur régional est nommé, le directeur préfectoral est nommé. Mais qu'est-ce que vous... Ils n'ont pas de compte à vous rendre. Ils doivent rendre compte à celui qui les a nommés. Alors qu'au niveau de la décentralisation, c'est nous qui allons choisir nos dirigeants. Cela voudra dire que nous devons suivre leurs actions. S'ils ne le font pas bien, nous aurons ce pouvoir de les sanctionner. Voilà la différence. Donc, ces avantages que la loi nous donne, nous devons... Aujourd'hui, dans le cadre actuel, ou alors la seule représentation nommée, c'est le parlementaire que nous connaissons tous. Non, pas nommé, élu. Élu, j'allais dire. Élu. Excusez-moi, je veux dire élu. Voilà. C'est bien le Parlement. Oui. D'accord? Mais aujourd'hui, est-ce que le Togolais est habitué à avoir le rapport des parlementaires sur la gestion et les activités qui se font à l'Assemblée nationale, avant qu'on ne parle des élus locaux qui doivent rendre compte à la base aujourd'hui? Depuis longtemps, on a toujours... Nous venons de très loin. On a toujours eu des parlementaires, des députés. Oui. Est-ce qu'ils ont cette habitude de rendre compte à la base qui les a élus? Et maintenant, quand on parle d'une nouvelle donne, que ces élus locaux puissent aller maintenant et faire le rapport comme cela se doit à la base. Nous venons de très loin et ces émissions sont encouragées parce qu'il faut quand même se rendre à l'évidence que les choses avancent. Et nous ne devons plus garder les anciennes pratiques. Il faut évoluer. Je voudrais lancer un appel à un compatriote togolais ou bien une compatriote togolaise qui nous écoute actuellement, que les choses évoluent. On a besoin de sa contribution pour la construction et le développement de ce pays-là. Si cela ne se faisait pas, il est temps que les gens comprennent, excusez-moi, il est temps que les gens comprennent que désormais, les choses on ne peut plus continuer par faire la même chose et espérer avoir des résultats meilleurs. Aujourd'hui, les gouvernants ont compris qu'il y avait des insuffisances dans la gestion. Et c'est pour des raisons qu'ils n'arrivent pas à répondre efficacement aux besoins de la population. C'est pour ces raisons qu'ils ont décidé d'aller vers la décentralisation qui est d'ailleurs même prévue par la Constitution. Et donc, si nous donnons cette opportunité, c'est à nous de les accompagner. Il ne suffit pas de dire, d'accord, cela ne se faisait pas, donc on ne va pas le faire. Je dis oui, si vous le dites, je peux vous donner raison. Mais maintenant que l'opportunité vous est donnée, il faut la saisir, agir en conséquence pour voir est-ce que cela pourra provoquer un déclic pour entraîner un résultat meilleur. Et c'est dans cette dynamique que nous inscrivons et j'invite tous les compatriotes togolais à s'inscrire dans cette logique-là. Monsieur Agbové, eh bien, est-ce que le processus de la décentralisation peut être la solution aux milieux et qui sont sur le territoire togolais aujourd'hui, mais qui sont considérés comme des 7e continents? Oui, absolument. Parce que, comme je le dis, ceux qui gèrent les affaires sont au niveau central et ils ont des démembrements au niveau région, préfecture. Mais il est à noter quand même que ces services n'arrivent pas vraiment à satisfaire les besoins de toutes les localités de manière efficace. C'est vrai que les actions sont bénéfiques pour toute la population, mais il y a parfois certaines localités qui se sentent un peu lésées. Dans le cadre de la décentralisation, les élus locaux auront la possibilité de faire en sorte que toutes les contrées, c'est-à-dire que tous les territoires de leur ressort territorial, enfin, toutes les localités de leur ressort territorial, leurs besoins soient pris en compte dans leur politique pour que les citoyens togolais se sentent à l'aise. Alors, un téléspectateur qui voudrait savoir où serait alors la place ou alors le rôle de l'Assemblée nationale après les élections locales, d'autant plus que les élus locaux vont pratiquement jouer le même rôle que ceux au plan national. D'accord, une bonne question, mais voilà la confusion qui va se faire. Ça, c'est une très bonne question, mais je voudrais dire à celui qui a posé la question que il ne faudra pas qu'il mélange les choses. Hein? Il a bien fait de poser la question parce que c'est sa façon de voir la chose. Et peut-être nombre de personnes, bien plusieurs personnes pensent de cette façon-là. Non, les choses ne vont pas se faire comme ça. Le rôle du député est différent du rôle de l'élu local. Le député au Parlement, il est chargé de faire quoi? Il est chargé d'abord de voter les textes, voter les lois.
Deuxième chose, faire un vote de confiance pour le gouvernement. Ça veut dire que si on nomme un Premier ministre qui fonde son gouvernement, il doit aller au Parlement pour avoir le vote de confiance. Et troisième chose que le Parlement fait, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Voilà les trois rôles principaux que le député ou bien les députés jouent. C'est fini. L'élu local s'occupe des questions de développement. Ça veut dire que s'il y a problème de santé, problème d'éducation, des infrastructures, des choses à aménager, l'électrification, l'entretien environnemental, l'assainissement, voilà le rôle des élus locaux. Alors que le député, lui, ne s'occupe pas de ça. C'est pour cette raison d'ailleurs que je voudrais attirer l'attention de nos compatriotes. Qu'au moment des campagnes électorales, parfois nous confondons le rôle de ces élus-là. Le député ne peut pas venir vous dire que quand vous allez me choisir, je vais venir vous construire une école. Le député, son mandat, ce n'est pas pour venir construire une école. Malheureusement, c'est souvent des discours de ces voilà, politiques-là. c'est pour dire à nos compatriotes qu'il est temps que nous puissions être suffisamment informés. Il faudrait que nous comprenions très bien le mécanisme de fonctionnement de l'État pour que nous puissions correctement jouer notre rôle. Le député ne vient pas construire les infrastructures, ne vient pas créer des écoles, non. Il est là, il est au Parlement. Il nous représente, c'est lui qui définit le cadre juridique. Ça veut dire que la manière dont le pays devait être organisé, c'est lui qui propose des tests. Voilà, c'est lui qui définit les tests et ils ont un rôle important à jouer. Parce que tout ce qui se fait, tout ce qui se fera même au niveau local, sera défini au Parlement. Ça veut dire que c'est eux qui prennent les grandes décisions concernant la vie de la nation et maintenant les autres acteurs, que ce soit le gouvernement et les collectivités territoriales, vont exécuter cela. Voilà comment les choses vont se passer. Donc, c'est une très bonne question et j'espère que ma réponse a été claire. Il a compris maintenant que les députés ne sont pas là pour aller s'occuper des questions de développement à la base. Les députés sont là pour prendre des tests, faire le vote de confiance pour accepter le gouvernement qui est proposé et maintenant ils doivent contrôler les actions du gouvernement. Donc, c'est ce qu'ils font et les élus locaux s'occupent des projets de développement. C'est cela. Monsieur Beauvais, vous parlez du développement et le développement concerne beaucoup plus le milieu de vie. Alors, quelles répercussions aura la décentralisation sur le panier de la ménagère? D'autant puisque c'est là le sujet fondamental du Togolais aujourd'hui. Mieux manger, mieux vivre. Absolument, et il a raison. Et je crois que même avant les élections locales, l'État essaie de faire des efforts dans ce sens-là, à travers des fonds, des projets, des programmes que l'État a mis en place. Mais on a toujours remarqué que il y a toujours la demande sociale est toujours forte par rapport à l'offre que l'État propose. Donc, quand les élus seront choisis, il leur appartient véritablement de faire face à ces questions prioritaires de leurs concitoyens pour pouvoir mettre en place des programmes appropriés, adéquats, devant répondre efficacement à leurs besoins. Voilà ce qui va être fait. Maintenant, nous jouons le rôle d'éclaireur, de guide. Et donc, quand les élections locales seront organisées, après le choix des élus locaux, nous serons toujours là pour les accompagner. Parce que c'est vrai que tous les élus locaux n'ont pas toutes les compétences en matière de développement. Nous avons déjà formé un certain nombre de compatriotes qui seront déjà candidats même à ces élections locales. Je les sais bien. Alors, ils seront élus, mais ils n'auront pas toute l'expertise. Donc, il faudrait qu'on les accompagne. Il faudrait que les citoyens même acceptent désormais. Donc, il nous faut aussi une culture fiscale. Parce que les gens seront choisis, mais ce n'est pas eux qui vont utiliser leurs ressources propres, leurs fonds propres pour réaliser les projets pour nous. Il va falloir que nous, citoyens, nous puissions accepter désormais de payer des taxes, des impôts locaux. Donc, si nous ne payons pas, même les taxes d'habitation, si nous ne payons pas, où est-ce qu'ils vont trouver des ressources pour réaliser les projets? Visiblement, donc, il va y avoir des taxes de plus. Hein. Bien. Oui, bon, naturellement, vous savez que si vous voulez réaliser plus de projets, il vous faut plus de ressources, il vous faut diversifier vos sources de revenus, vous comprenez? Donc, si nous voulons qu'on réponde efficacement à tous nos besoins, il va falloir que nous acceptions aussi de payer des impôts et taxes. Mais au même moment que nous aurons payé, nous devons être vigilants pour que les élus locaux puissent nous rendre compte de leur gestion. C'est là où je dis aux citoyens que nous n'allons pas rester et accuser, non, mais agissons et demandons le compte et s'ils ne le font pas, nous allons les sanctionner. Nous avons moins ce pouvoir au niveau local de sanctionner les élus locaux s'ils ne gèrent pas bien les affaires locales. Nouvelle d'ordre, il faut véritablement de grands moyens de sensibilisation. Monsieur Beauvais, est-ce que vous constatez aujourd'hui que véritablement la sensibilisation est faite autour de ce sujet de décentralisation, afin qu'il n'y ait plus de frustration et de déséquilibre après qu'on essaie d'aller vers
cette étape de la chose? Ben, vous, des journalistes, vous comprenez ce qui se passe dans notre pays. Comme je l'ai dit, l'État, le gouvernement est en train de conduire le processus. Les tests sont déjà pris, mais ce qui manque fondamentalement, c'est la communication qui ne suit pas. Il faudrait que les citoyens, l'ensemble des citoyens comprennent effectivement comment les choses vont se faire dans le cadre de la décentralisation. C'est une nouvelle forme de gouvernance. Cela suppose que c'est une transformation même de notre société. C'est-à-dire que c'est la manière dont les affaires sont gérées qui sera transformée, qui sera changée, modifiée. Donc, si les citoyens ne comprennent pas cela, il y aura quand même de l'amalgame. Donc, il est évident que des autorités en charge de ce processus puissent améliorer la communication pour que le nombre de citoyens soient suffisamment informés sur ce qui sera fait afin d'apporter leur contribution à la réussite du processus. C'est cela. Eh bien, je remercie le monsieur. Merci beaucoup alors pour ces éclaircissements. Merci. Merci également. Voilà, merci. Voilà. Alors, quelqu'un qui voudrait aussi savoir qui va payer ces élus locaux. Est-ce qu'ils seront payés d'ailleurs? Les élus locaux ne seront pas des fonctionnaires, ne sont pas des fonctionnaires de l'État. Donc, ils n'auront pas le même statut comme les fonctionnaires qui sont payés à la fin du mois. Maintenant, ils auront des indemnités. Mais le maire et ses adjoints qui auront auront une situation meilleure que les autres élus locaux. Les élus locaux n'auront pas de salaire comme ça, mais ils auront des indemnités de session. C'est-à-dire que quand ils seront à la session, ils vont se réunir périodiquement pour statuer sur les dossiers de la municipalité. Donc, ils auront quand même des indemnités pour ça. Et c'est leur collectivité qui aura payé cela. Cette avant-dernière question, ou dernière question, M. Agbové, avant qu'on ne se quitte, c'est un téléspectateur qui voudrait savoir si le gouvernement a la volonté d'organiser les élections locales. Si oui, pourquoi ne la voit pas couplée avec les législatives? Bon, oui, je ne saurais répondre à cette question parce que moi, je suis là juste pour donner l'information. Je ne prends pas la décision à la place du gouvernement qui est l'autorité en charge du processus. C'est le gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'il y a la volonté politique de le faire? Peut-être les conditions dans lesquelles les élections législatives étaient organisées n'avaient pas favorisé quand même ce couplement. Vous comprenez un peu? Si on aurait, le gouvernement avait désiré de coupler, et puis même, vous savez que la CENI avait annoncé entre-temps l'organisation des élections locales durant le mois de décembre. Mais cela n'a pas été respecté. Parce que les conditions n'étaient pas peut-être réunies. L'État suppose que l'environnement politique, la situation politique ne favorisait pas cela peut-être, et donc l'État a jugé bon de reporter les élections locales. Donc comme cela a été annoncé, nous sommes sûrs que cette année 2019, la CENI va revenir sur le dossier. Puisque cela a été déjà annoncé, que les élections locales devaient être organisées. Donc si c'est reporté, je ne pense pas que dans l'intervalle de 6 mois, les élections locales seront encore ne seront pas exécutées. Les élections locales seront organisées. Je suis sûr que d'ici juillet 2019, les élections locales seront organisées. Et je suis sûr, parce que cela a été déjà annoncé. Donc si tout va bien et que les conditions sont réunies, l'État aura organisé les élections locales. Et donc, cette décision est de la compétence de l'État, du gouvernement. Mais le gouvernement va toujours instruire la CENI par rapport aux moyens et puis à la situation actuelle. Parce que vous savez, nous sommes dans une situation politique compliquée, donc ça ne favorise pas quand même certaines prises de décision. Je pense que c'est ça qui retarde un peu. Mais j'invite l'ensemble des acteurs, que ce soit les leaders des partis de l'opposition et le pouvoir, de faire en sorte qu'on puisse aller rapidement aux élections locales, parce que la loi a été votée depuis 2007. C'est vrai que d'aucuns estiment qu'il y a des insuffisances, mais à part cette loi, à part ces élections qui ne sont jamais organisées, on va toujours aux élections législatives. Pourquoi ne pas essayer avec les élections locales, et quand il y a des insuffisances, on pourra revenir là-dessus? Il y a certains pays qui ont créé plusieurs communes. Ils ont essayé à un moment donné, ils ont encore réduit le nombre de communes. Donc on peut toujours essayer. Comme je le dis, on ne peut pas acheter un habit et l'apprécier dans le placard. On n'a qu'à le porter, et si ça ne marche pas, nous serons tous là. Et même le couturier même qui a cousu, il va voir ça, il va dire, ah, il y a un manquement ici. Donc si nous n'essayons pas, nous ne pourrons pas véritablement identifier les vraies insuffisances pour pouvoir apporter des solutions appropriées. C'est cela. Merci M. Agbové. Avant de nous quitter, eh bien, je crois qu'on avait frôlé un tout petit peu cette question avant. Quelle sera la relation entre les élus locaux et les députés?
Les élus locaux, comme je le dis, en réalité, les deux ne jouent pas le même rôle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais l'élu local doit être aussi attentif aux élus locaux, en fait. C'est-à-dire que vous devez écouter votre base. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les députés, une fois arrivés à l'hémicycle, au sommet, ils n'arrivent plus à consulter suffisamment leur base. C'est-à-dire que la préfecture dans laquelle ils ont été élus. Mais maintenant que les élus locaux seront là-bas, ok, ils peuvent vraiment les écouter par rapport aux besoins exprimés par la population. Donc, si les députés écoutent attentivement les élus locaux, ils pourront prendre des lois, ils pourront voter des lois qui répondent mieux en fonction de la base. Je crois que c'est l'avantage là qu'il y en a, mais dans le fonctionnement, les deux travaillent de manière séparée et il n'y aura pas d'interférence. Donc, il faut rassurer les citoyens. Est-ce qu'il y a un cadre légal? Non, les élus locaux. Non, il n'y a pas de lien entre le fonctionnement des deux entités. Le Parlement travaille à part pour prendre les tests, contrôler l'action du gouvernement, tout ça. Les élus locaux s'occupent des questions de développement. Maintenant, si la loi qui organise la décentralisation pose problème, parce que les tests qui sont pris ne sont pas conformes aux réalités de terrain, les élus locaux peuvent faire des suggestions pour qu'au niveau du Parlement, les députés puissent améliorer la loi. Voilà un peu l'avantage aussi. Cela veut dire que les textes qui sont là actuellement, qui pourront nous conduire aux élections locales, pourront être modifiés si après l'élection, les élus locaux font des suggestions qui relèvent en fait, émanant de la population. C'est-à-dire que les populations, peut-être, c'est que les tests sont difficiles à appliquer, ou bien certaines dispositions prévues par la loi ne sont pas conformes aux réalités de terrain. Donc, on peut faire des propositions pour l'amélioration des tests. Voilà cette relation. Mais il n'y a pas de relation de subordination pour dire que le député est le supérieur du maire, par exemple. Non, il n'y en a pas. Même le préfet n'est pas le supérieur du maire, ne commande pas le maire. Le préfet, lui, regarde, il est le représentant du pouvoir central. Comme je le disais, il représente le ministre de l'administration territoriale, donc représente le gouvernement dans sa préfecture. Et sous lui, il y a peut-être plusieurs maires qui gèrent leur commune. Donc le préfet, il est là juste pour suivre les actions des élus. Et il doit vérifier que ce que les élus font est conforme à la loi. Et s'il y a une décision ou bien un acte posé par les élus en sort du cadre de la loi, le préfet peut les interpeller. Mais le préfet n'est pas là pour dicter ce que les maires doivent faire. Merci M. Bouvet. Un mot pour la fin. Ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est beaucoup plus aller vers une nouvelle manière de penser, un changement de mentalité véritablement profonde pour atteindre l'objectif du développement. Il n'y aura pas de solution sans que cette notion de changement de mentalité ne puisse être observée. Votre mot de la fin, c'est bien les questions ne cessent de venir, mais nous aurons le temps quand même de revenir parce que c'est une éducation et ça va prendre du temps. Il faut que nous y allons. Monsieur Bouvet, votre mot pour la fin. D'abord, je tiens à remercier la télévision LTDS pour les efforts que vous faites pour permettre aux citoyens d'avoir le maximum d'informations concernant les différentes questions liées à la société. Nous sommes toujours prêts à répondre à ces invitations pour venir échanger avec nos compatriotes. L'essentiel pour moi, par rapport au sujet que nous venons de débattre, c'est de dire à nos compatriotes que peut-être des gens ont des réserves, mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut encourager le processus à avancer pour qu'ensemble nous puissions tirer profit de cette décentralisation. Si nous mettons l'écart, nous serons victimes et nous allons regretter après. Donc dire à nos compatriotes que, c'est pour dire à nos compatriotes que la décentralisation est fondamentale. Au niveau de la sous-région aujourd'hui, nous faisons exception. Pourquoi? C'est que tous les pays ont essayé. Et pourquoi pas nous? Commençons et s'il y a des choses à améliorer, au fur et à mesure, nous serons là pour faire des propositions d'amélioration. Monsieur Bouvet, merci. Je rappelle, vous êtes le directeur exécutif de l'ONG IJD. IJD qui je dis? Initiative des jeunes pour le développement. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt, mesdames et messieurs. Une autre occasion pour d'autres thématiques, d'autres compréhensions et bien d'autres discussions. À très bientôt.